Je retrouve les analystes Jérémy Gillot, Tasha Keraden et Pierre Paquette. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, Pierre Poilievre promet notamment de réduire le déficit de 70 %. Est-ce que c'est réaliste dans un contexte économique qui promet d'être passablement difficile au cours des prochains mois et des prochaines années? Commençons par vous, Tasha. Je pense que la manière dont ils vont réduire est un peu difficile à quantifier. J'ai regardé leurs chiffres et ils disent qu'ils vont, par exemple, sauver 10 milliards de dollars en éliminant les consultants externes d'ici 2028. On n'a pas de base nécessairement pour des chiffres comme cela. Il y a d'autres choses aussi où ils attendent certains montants des tarifs, par exemple. Tous les partis jonglent avec ça. Mais je pense que j'aimerais voir un budget équilibré ou presque. Alors, je leur donne je donne une note de passage pour tenter de le faire, mais je ne sais pas si c'est complètement réaliste, vu qu'on a des incertitudes économiques sur le côté de la croissance économique aussi, qui peuvent changer les chiffres. Donc, une note de passage, alors pas 70 % j'en déduis, Tasha. Pierre Paquette, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est réaliste? Moi, je pense pas que ce soit réaliste dans la conjoncture actuelle, mais je suis un peu d'accord avec le fait que, au moins, d'essayer d'équilibrer les finances publiques, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Bon, peut-être pas nécessairement sur ce mandat-ci, mais il faut avoir pour objectif de ramener l'équilibre dans nos finances. Ceci dit, les libéraux, M. Carney a été aussi imaginatif avec son équilibre opérationnel. Donc, il laisse de côté toutes les dépenses d'infrastructure. Donc, on va faire un déficit d'à peu près 62 milliards là-dessus et on va équilibrer le budget opérationnel. Alors, moi, je pense que du côté des conservateurs comme des libéraux, d'avoir énoncé la volonté de remettre de l'ordre dans les finances publiques, c'est quand même un pas dans la bonne direction. Donc, Jérémy, A pour effort, mais est-ce que ça vous semble quelque chose qu'on peut atteindre quand même? Est-ce qu'on peut l'atteindre? Certainement, mais encore faut-il être transparent dans la façon dont on va y arriver. Tasha en a parlé notamment un petit peu plus tôt. Je ne suis pas certain que M. Poilievre va être capable de couper 70 % du déficit simplement en coupant les consultants, en coupant la bureaucratie, en réduisant l'aide étrangère. Pour moi, il y a un peu comme M. Blanchet disait pendant le budget, de cadre financier qui relève de la magie dans cette question-là. Je regarde notamment aussi M. Poilievre promet d'augmenter les revenus de 8 milliards de dollars en coupant la taxe. Pour moi, juste cette formule-là, c'est incohérent grammaticalement parlant. Une taxe, c'est une source de revenus et là, on coupe une source de revenus et donc on génère du revenu. Il y a des trous dans ce budget-là et je comprends pourquoi les conservateurs ont attendu aussi longtemps avant de la présenter parce que sincèrement, moi, je ne lui donnerais pas la note de passage. Bon, justement, vous devancez ma prochaine question, Jérémy. Je vais rester avec vous. Effectivement, ça priverait donc l'abolition de la taxe, ça priverait le gouvernement de revenus de 30 milliards de dollars. Donc, est-ce que c'est vraiment responsable de proposer ça? Bien, ça priverait de 30 milliards de dollars. Vous avez aussi, quand vous regardez attentivement, notamment à la page 26 du cadre financier des conservateurs, 6 lignes qui ont été ajoutées qui parlent des gains de revenus découlant des gains de revenus résultant de, et tout ça, ce sont des revenus qui sont un peu gonflés à l'hélium. On ne sait pas trop d'où ça vient dans la plateforme conservatrice. Ça ne fait pas de sens. Et autrement, vous allez aussi dans une ligne un peu plus basse qui parle des revenus liés aux réponses tarifaires. Vous avez 20 milliards pour la première année et 0 pour les années subséquentes. Donc, pour moi, c'est un peu comme si on disait du côté conservateur que la crise avec les États-Unis, après cette année, ça n'existera plus. C'est un peu, disons, simpliste comme approche. OK. Alors, des chiffres gonflés à l'hélium, Tasha, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Bien, moi, je pense que je partage ce souci de est-ce que cette crise va être terminée d'ici un an. Les libéraux aussi sont un peu optimistes, je pense. Ils disent qu'ils vont pas compter non plus après 2 ans, je pense, sur les tarifs. Moi, je pense que la crise va avoir des effets qui vont continuer. Pas nécessairement qu'il y a des tarifs qui vont toujours être là et qu'on va avoir des revenus, mais le changement économique que ça va provoquer dit que la croissance pourrait être beaucoup moindre qu'elle est. Alors, si on veut réduire le déficit, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on augmente des impôts quelque part? Est-ce qu'on met de nouveaux impôts?
On dit que non à ce stade-ci, mais c'est difficile de voir comment les chiffres pourraient se réconcilier, particulièrement si le taux de croissance est plus bas que celui qu'ils prédisent. Pierre, il y a aussi cette proposition originale, disons, les conservateurs qui veulent des référendums avant toute hausse d'impôts. D'abord, des hausses d'impôts, c'est quand même pas toutes les semaines qu'on voit ça, là, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut plaire à l'électorat? Je pense peut-être un certain électorat, mais c'est extrêmement populiste comme proposition. Moi, je verrais plutôt l'inverse. C'est-à-dire, avant n'importe quelle baisse d'impôts, il faudrait qu'il y ait un référendum. Ça aurait peut-être évité au Québec, puis éventuellement au fédéral, de se priver de revenus au moment où est-ce qu'on en aurait bien besoin. Alors, je trouve que c'est une mesure qui est complètement démagogique là, comme proposition. On a des élus. La Chambre des communes est capable très bien de gérer ce genre de choses. Et c'est pas quelque chose qui est fondamental non plus, pour moi. Des baisses ou des hausses d'impôts, ça fait partie de la gestion que n'importe quel gouvernement, n'importe quelle législature doit prendre à son compte. Alors moi, je trouve que c'est une proposition extrêmement populiste et qui vise peut-être un électorat très conservateur. Jérémy, est-ce que c'est une idée populiste? Est-ce que c'est polarisant, ce genre de proposition-là? C'est démagogue, moi, je trouve, parce que en plus, à travers ça, vous aussi, vous privez, là, on voit dans le plan des conservateurs la première année. D'ailleurs, les conservateurs semblent avoir repoussé leur promesse de réduire les impôts de 4 ans. Ils la réduisent partiellement la première année. On voit des économies d'1 milliard, de 5 milliards la deuxième année, de 10 milliards la troisième année et finalement de 13,6 milliards la quatrième année. Donc, on voit ici que la promesse qu'ils ont faite en début de campagne semble être un peu édulcorée. Et de promettre un référendum pour s'attaquer aux hausses d'impôts, c'est un peu laisser planer qu'il y a eu des hausses d'impôts pour les Canadiens depuis les 9 dernières années, alors que c'est complètement faux. Il y a eu des baisses d'impôts, il y a eu des hausses d'impôts pour le palier le plus aisé, mais outre que ça, ça a été généralement des baisses d'impôts. Donc, je suis d'accord avec mon collègue ici, de ce côté-là. Bon, Tascha, est-ce que c'est un cadre financier avec lequel Pierre Poilievre peut marquer des points ou ça risque de plaire uniquement à sa base? Non, je pense que ça va plaire à certains bases particulièrement parce qu'ils dépensent moins, c'est 100 milliards de dollars au lieu de 130, mais libéraux sur 4 ans. Alors, le chiffre, le big number, comme on dirait, est un peu moindre. Je pense que le cadre dépensier des libéraux est tellement grand que même pour les électeurs boomers qui craignent M. Trump et qui désirent quelqu'un avec de l'expérience économique, ça fait frissonner un peu, c'est beaucoup. Ça donne un peu, ça alimente le discours de M. Poilievre que ce gouvernement ne serait pas très différent, aussi dépensier que celui de M. Trudeau. Et c'est un peu une surprise venant de M. Carney. Mais je pense que les conservateurs ont d'autres choses là-dedans qui, oui, sont un peu populistes, mais s'ils réussissent à le faire, c'est bien comme le dollar pour dollar, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas augmenter les dépenses s'ils ne coupent pas ailleurs pour essayer de freiner l'augmentation du déficit. Des choses comme ça, c'est pas facile à faire et c'est un bon petit soundbite qu'on peut donner, mais quand même, s'ils réussissent à le faire, ce serait quelque chose, je pense, qui freinerait la croissance du gouvernement. Bon, j'aimerais faire un dernier tour de piste, si vous voulez bien vous entendre tous les trois sur cette autre question, rapidement, en 20 ou 30 secondes, si vous pouvez, sur ces nouvelles publicités des conservateurs dans lesquelles on ne voit plus Pierre Poilievre, on voit Stephen Harper, mais on ne voit plus Pierre Poilievre. Comment interpréter ça, Tascha? J'ai vu les deux hommes au golf et là encore, il fait appel au vote boomer. Ces gens-là ils sont pas des millénaires, ça c'est sûr. Je sais pas si tout ce monde-là a des soucis aussi grands économiques, s'ils ont le luxe de faire le golf, là, mais en tout cas, je pense qu'ils essayent de faire appel à des gens comme M. Harper qui ont un certain prestige et à de l'électorat pour se voir dans le décor. Parce qu'à date, une des critiques, c'est que M. Poilievre, c'est l'unique acteur sur la scène conservatrice. Il n'y a pas de son équipe avec lui, etc. Mais est-ce que, Jérémy, c'est une bonne idée de camoufler ou d'écarter un peu le chef dans le dernier droit de la campagne? Si on fait ça à ce point-ci de la campagne, c'est qu'on juge que M. Poilievre est moins fort que son parti, donc que ces chiffres négatifs tirent le parti vers le bas. Et ça, c'est
pas de bon augure dans la dernière semaine. Ajouter à cela son exercice financier aujourd'hui, moi, je trouve que ça atteint sa crédibilité économique. Il n'y a pas de campagne autour de lui. On va peut-être se mordre les doigts d'avoir fermé la porte à des gens comme Éric Girard, par exemple, au Québec. Pierre Paquette, c'est vous qui aurez le mot de la fin, alors votre réflexion là-dessus. J'ai l'impression que le Parti conservateur, M. Poilievre, ont concédé la victoire à M. Carney, qui essaie de sauver les meubles, un peu comme le Bloc québécois l'a fait avec M. Blanchet, qui dit, ben là, on sait qu'il va gagner, ben donnez-nous quand même une représentation pour qu'on puisse faire une opposition qui soit respectable. Ça a vraiment l'air de ça. C'est de sauver les meubles pour tout simplement éviter d'être lavé. Alors, moi aussi, j'ai l'impression que c'est pas une bonne nouvelle. Oui, ils sont un peu résignés, finalement. Pour les conservateurs. Merci beaucoup à vous trois, toujours aussi intéressant. Merci. Merci. Bonne soirée.